La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, le Symposium d'art trace donne le coup d'envoi à sa 5e édition. On reçoit en entrevue la nouvelle directrice de la Fondation Santé de Papineau, Florence Pajot. Le politologue Xavier Deschaines-Fillon nous parle du vote chez les jeunes. Et Gabriel Scraire nous donne quelques suggestions pour occuper notre chien pendant nos heures de travail. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam. Bienvenue à InfoMag. Le Symposium d'art trace aura lieu en fin de semaine du 14 au 16 septembre pour une 5e édition. 30 artistes présenteront une centaine d'œuvres d'art à l'intérieur et à l'extérieur de la mairie de Lange-Gardien. Je vous laisse entendre Lise Courtemanche, la présidente d'honneur, qui nous explique quel type d'événement on pourra voir pour cette 5e édition de Trace. C'est un événement unique. C'est la 5e année. On fait ça en grand avec un thème qui parle des fables de La Fontaine, donc 20 artistes de la région, puis un petit peu plus loin, mais quand même de la région principalement, qui vont parler d'une des fables qui les ont touchés, puis les ont présentées sous forme de peinture ou de sculpture. Puis ils racontent une histoire, une morale qui est très actuelle encore aujourd'hui. Pour célébrer la 5e année du symposium, le peintre et créateur de mode Jean-Claude Poitras sera aussi présent comme invité d'honneur. Il donnera d'ailleurs une conférence sur la tendance locale, une tendance qui s'oppose à la globalisation. L'ouverture de l'événement a lieu ce soir jusqu'à 21h. Le dévoilement de l'œuvre publique de Denis Marceau a notamment lieu ce soir. L'événement se poursuit toute la fin de semaine avec l'exposition, des démonstrations et des activités familiales. Dans le cadre de cette 5e année du Symposium Trace, il est également possible de profiter pour une première édition du volet Vitrine sur l'art qui présente des œuvres inspirées des fables La Fontaine dans les boutiques du centre-ville de Buckingham jusqu'à la fin septembre. 5 000 $ a été remis à l'École de la montagne à Notre-Dame-de-la-Salette pour favoriser la pratique d'activités physiques à l'extérieur. C'est en avril dernier que Toby Adam et Valérie Boissonneau ont soumis le projet intitulé « Une montagne dans ma cour à 100 degrés », une initiative de Québec en forme qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes. Valérie Boissonneau, l'orthopédagogue de l'école, nous explique comment ces 5 000 $ permettront de rendre plus accessible et sécuritaire le mont Salettin, tout juste à côté de l'école. Nous, à notre école, on a déjà une montagne qui s'appelle le Mont-Salettin, qui est accessible présentement avec les élèves, mais c'est 250 marches. Donc, c'était un petit peu difficile pour eux de monter là. On a déjà ici fait l'achat de raquettes, de ski de fond. On va faire l'achat de vélo bientôt. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire le plein air. On a l'environnement ici aussi adéquat à Notre-Dame-de-la-Salette. On est en campagne, les élèves jouent dehors. Donc, ce qu'on aimerait, c'est rendre la montagne plus accessible à eux. Faire des sentiers en serpentin, baliser les sentiers, enlever les branches qui dépassent, vérifier que tout soit accessible pour les enfants. Puis, après ça, nous, on pourrait aller faire le cross-country dans la montagne. On pourrait aller avec nos raquettes l'hiver. En haut de la montagne aussi, on voudrait faire un petit endroit de repos pour les élèves. L'école est maintenant à la recherche de bénévoles qui voudront aider à baliser les sentiers. Vous pouvez écrire à Valérie Boissonneau à l'adresse m3328@cscv.qc.ca. Les logos des 5 organismes communautaires les plus importants du secteur de Buckingham sont maintenant affichés à l'intersection de l'avenue Buckingham et du chemin Lépine. On peut y voir les logos du Club Lyon, du Club Richelieu, du Club Optimiste, des Chevaliers de Colomb et de la Légion royale canadienne. Le conseiller du district de Buckingham, Martin Lajeunesse, indique que c'est un premier pas pour donner de la visibilité à ces organismes qui contribuent à bâtir notre secteur. Martin Lajeunesse mentionne aussi qu'une autre étape se prépare pour soutenir ces organismes.
On a rencontré les 5 organismes, là. On s'est assis à l'entour d'une table. Moi, j'ai trouvé ça très bien pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent concorder leur activité, là. Des fois, il peut y avoir des enjeux de date, il peut y avoir des problèmes de salle, tout ça. Fait qu'au moins, là, des emmener à discuter. Ils discutaient avant, c'est des gens de la communauté, mais vraiment officiellement, là, de s'asseoir. Et là, ils m'ont souligné là, leur intérêt là, de vouloir s'asseoir ou de créer un portail là, pour mitoyen pour les dates là, importantes. Fait que ça va être la prochaine étape là, à regarder. Avec le système, avec l'Internet, avec l'électronique, là, ça devrait être assez facile à faire. Dans la dernière année, les 5 organismes communautaires ont remis un total de 194 000 $ au secteur de Buckingham et ses environs. Le Club Lion de Buckingham, qui a remis un total de 105 000 $ à la communauté dans la dernière année, a d'ailleurs fêté son 30e anniversaire en tant que mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec. Quant aux Chevaliers de Colomb, qui ont remis 50 000 $ à la communauté de Buckingham pour l'année 2017-2018, ils fêteront leur 100e anniversaire de fondation à Buckingham en 2019. Le Centre Alpha Papineau de Buckingham a organisé un dîner d'accueil pour souligner la Journée internationale de l'alphabétisation et pour souligner le travail des apprenants du centre. Au Québec, un adulte sur 5 est susceptible de se retrouver avec des difficultés de lecture et d'écriture. Ces difficultés compromettent plusieurs facettes de la vie quotidienne de ceux qui sont aux prises, avec un analphabétisme fonctionnel. Le Centre Alpha Papineau, qui dessert une clientèle de 16 ans et plus, offre une formation de base en français et en calcul comparable à un niveau scolaire primaire. J'ai d'ailleurs eu la chance de questionner quelques apprenants du Centre Alpha Papineau qui ont décidé de s'inscrire à cette formation. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi pour venir cogner à la porte du Centre Alpha Papineau? Ça a été mes enfants, parce que vu que j'ai vécu beaucoup d'intimidation dans le passé, je me suis dit, j'ai pas pu finir mon école. Fait que je me suis débrouillée des petits boulots, mais rien de stable. Fait que je voulais offrir un meilleur avenir à moi et mes enfants, puis montrer à mes enfants le bon exemple qu'il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le Centre Alpha Papineau? Pas mal tout. Pour vrai, quand je viens ici, je me sens bien. Toujours souriant le matin. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent à venir s'inscrire dans un centre comme celui-là pour apprendre à lire, à écrire? Je dirais, ça vaut la peine d'avoir venu. Ça vaut la peine de se déplacer, à venir ici, à avoir des profs qui sourient tous les matins, qui sont là pour t'aider, sont là pour te supporter à tous les niveaux de vitesse que tu vas, sont là pour pas te juger, sont là pour être là, puis juste te dire, vas-y, t'es capable. Le Centre Alpha Papineau accepte les inscriptions tout au long de l'année. La formation offerte est gratuite et les apprenants peuvent s'inscrire à temps plein ou à temps partiel. La Fondation de santé Papineau a une nouvelle directrice. Son nom, c'est Florence Pajot et nous la recevons en entrevue. Bonjour, Madame Pajot. Bonjour. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, quant à vos nouvelles responsabilités au sein de la Fondation Santé de Papineau, on pourrait comprendre peut-être pourquoi vous avez décidé de venir au Québec alors que vous venez de la France. Oui, dans le fond, ça fait maintenant 8 ans que je suis arrivée au Canada. Je suis venue visiter le Canada avec mon mari il y a quelques années auparavant. Puis, dans le fond, on est, comme on dit ici, réellement tombé en amour avec le Québec. On a fait un gros voyage, on a visité un petit peu partout. Puis, quand on est rentré en France, on avait cette idée qui nous restait en tête de peut-être faire le grand saut puis de partir vivre au Québec. Puis, c'est quelque chose qui a mûri pendant plusieurs mois. Puis, on était complètement d'accord, dans le fond, avec cette idée-là. Donc, on a fait toutes les démarches. Puis, c'est ça, on est arrivé ici en 2010. Puis, on est très ravis de notre choix, vraiment, là. En 2010, vous êtes arrivé où plus particulièrement au Québec? Je suis arrivée à Gatineau. J'ai toujours habité à Gatineau. Et depuis quelques années, plus précisément dans le secteur de Buckingham? C'est ça, depuis environ 4 ans.
Voilà. Est-ce que vous avez eu un choc quand vous êtes arrivé au Québec et que vous avez vu le système de santé qui est un peu différent de celui de la France? Bien, oui, c'est différent, mais en même temps, on a toutes les mêmes réalités. Je pense qu'un petit peu partout dans le monde, c'est vraiment un point qui est un petit peu un point noir partout. La différence, peut-être, c'est l'accessibilité à un médecin de famille ou qui était un petit peu plus facile en France. Mais après, c'est certain qu'une fois qu'on est pris en charge, le système reste le même. Dans le fond, on est très bien pris en charge pour des suivis. Il faut juste avoir le premier contact là, qui est peut-être un peu plus difficile ici, effectivement. Tout à fait. Vous avez étudié principalement en animation et en gestion du tourisme. Oui. Quand vous êtes arrivé au Québec, vous avez eu différents postes de gestion, notamment dans la boîte... Fête en boîte. Fête en boîte et au Centre Mérédith aussi à Chelsea. Et là, vous faites le saut dans le domaine de la santé. Comment vous entrevoyez vos nouvelles responsabilités dans un nouveau domaine? Bien, dans le fond, je pense que tout ce que j'ai acquis dans mes anciens travails, le fait de... Je suis arrivée ici vraiment en me disant, je viens ici pour faire des choses nouvelles, pour aller vraiment au-delà de sortir de ma zone de confort. Puis effectivement, mon premier travail chez Fête en boîte, bien, ça a été franchement de la gestion d'équipe. C'est certain qu'il y a aussi toute la partie animation, ces choses-là, mais ça m'a vraiment permis de développer le côté justement gestion, leadership et ces affaires-là. J'ai continué avec ça, donc, dans le fond, avec la fondation Chelsea pour le Centre Mérédith, donc toujours avec le côté gestion que j'aime vraiment beaucoup. Puis dans le fond, je me suis dit, bien, pourquoi pas le poste de direction? C'est des autres défis. Puis je suis vraiment quelqu'un qui veut toujours aller plus loin, plus haut. Donc, pourquoi pas la fondation. Puis, dans le fond, la santé, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. En étant maman de 2 petites filles, c'est certain que, je veux dire, on veut vraiment que nos enfants soient en santé, on veut être en santé. On prône vraiment ça, la santé en 2018. Là, c'est vraiment un point d'intérêt très important. Puis, c'est ça. Puis, j'avais aussi envie de m'investir, dans le fond, dans le secteur de Buckingham, de la Basse-Lièvre, la petite nation. J'aime vraiment bien être ici. Je trouve que le petit côté familial, le petit côté qu'on a, petit quartier, c'est vraiment tellement vraiment intéressant. Je veux dire, mes enfants sont à l'école, leurs amis sont là-dedans, c'est tous les mêmes. C'est vraiment chouette. Puis pourquoi pas, dans le fond, c'est ça, il y a vraiment une communauté vraiment très, très, très forte, puis la proximité, dans le fond, que j'aime vraiment beaucoup ici. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi pas. Vous, est-ce qu'il y a un côté dans le domaine de la santé qui vous tient un peu plus à cœur qu'un autre? Bien, c'est vrai qu'en étant maman de 2 petites filles, le côté pédiatrie, mais je dirais aussi le côté de la gériatrie. C'est vraiment important pour moi, dans le fond, de s'occuper de nos aînés. C'est quand même... je veux dire, c'est nos parents, nos grands-parents, donc on a vraiment besoin d'en prendre soin. Puis je considère que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a donné, qui a probablement donné pour la communauté aussi, bien, doit avoir quelque chose en retour pour, dans le fond, je dirais, mourir dignement ou qu'on prenne soin d'eux. Pour moi, c'est vraiment important. Une nouvelle direction à la Fondation Santé de Papineau. On veut savoir ce que ça signifie comme impact. Est-ce que vous avez une vision de changement pour la Fondation? Bien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par Mme Anne Mercier, qui a vraiment fait un travail vraiment incroyable sur la Fondation, notamment sur la campagne de dons majeurs qu'on continue en ce moment. C'est certain que moi, j'ai peut-être une vision un petit peu plus jeune, dans le fond, par mon âge, c'est sûr. Donc, peut-être que je vais évidemment continuer ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, mais je vais peut-être aussi rajouter un petit peu avec mon dynamisme, avec mes envies d'aller faire d'autres activités. Je crée des événements depuis plusieurs années. Dans le fond, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je pense que toute mon expérience que j'ai eue auparavant va pouvoir m'aider, dans le fond, à aller peut-être créer de nouvelles activités, d'aller chercher de nouveaux donateurs, d'aller peut-être conscientiser plus les personnes plus jeunes, de vraiment essayer, dans le fond, de continuer ce qui a été fait, mais peut-être avec un message qui va peut-être être plus élargi, peut-être... Des messages que vous transmettez même sur la page Facebook. Oui, on a commencé, effectivement. C'est super. Est-ce que vous voulez justement mettre l'emphase davantage sur les médias sociaux? Oui, bien, c'est certain qu'en 2018, c'est vraiment important. Tout le monde a ça accessible très facilement, son téléphone, sa tablette, son ordinateur. On est très écran, il ne faut pas se le cacher. Donc oui, c'est certain que peut-être aussi, en améliorant le côté médias sociaux, bien, je vais aller toucher peut-être d'autres personnes qui n'avaient pas forcément un intérêt pour la Fondation. Donc oui, c'est sûr qu'on va l'utiliser encore plus. Là. Les priorités dans les prochains mois, les prochaines années pour la Fondation?
Bien, dans le fond, depuis 2016, on a le programme de dons majeurs qui va durer jusqu'en 2019, où on doit récolter un peu plus de 600 000 $ pour 2 gros projets. Le premier projet, c'était la terrasse au CHSLD, au centre d'hébergement de la Petite Nation, où dans le fond, ça a été inauguré cet été. Donc, vraiment une belle terrasse. Là, ça va vraiment permettre aux résidents d'avoir un coin sécuritaire où ils peuvent aller dehors. Ils n'ont plus besoin de traverser la rue. C'est vraiment, surtout que la plupart d'entre eux ont comme une autonomie réduite. Donc, ils vont pouvoir vraiment aller dehors puis profiter un petit peu de cet espace-là, même avec leur famille. Donc, ça, c'est vraiment super. À venir, pour ce qui est des priorités dans les prochains mois, les unités de soins intensifs, ça, c'est le gros... c'est vraiment le gros projet, là. C'est certain qu'on continue notre campagne... à l'hôpital de Papineau. C'est ça, on continue notre campagne pour ça. Ça, c'est vraiment un très, très gros projet. Hein. C'est un gros projet de 1 300 000 donc c'est vraiment... Et la Fondation va contribuer à 600 000 $. C'est ça, oui. Excellent. Donc, on continue, dans le fond, à récolter les dons pour ce gros projet-là. Merci beaucoup, Mme Pajot, d'être venue nous rencontrer. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos nouvelles fonctions. Et on peut dire qu'il y a un souper qui s'en vient le 20 septembre. Oui. Le souper au Belga Bistrot, le souper Côte-Levée. Exactement. Merci beaucoup. Bonne journée. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Au Québec, c'est le temps des élections et certainement que ça concerne tout le monde. Mais est-ce que ça se peut que les jeunes entre 18 ans et 34 ans se sentent un peu moins concernés? Du moins, c'est ce que les statistiques suggèrent. J'ai donc en studio avec moi Xavier Deschaines-Filion plutôt, qui nous parle de ce phénomène des jeunes qui votent peut-être un peu moins. Quelles sont les statistiques réellement? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer les statistiques ou c'est peine perdue? Bonjour Xavier. Bonjour. Bien, tout d'abord, les statistiques récentes au Québec. Si on regarde les dernières élections de 2014, 71 % des gens ont voté. Chez les jeunes de 18 à 34 ans, c'est 60 %, un écart de plus de 10 % Quand même. Mais là où le bas blesse encore plus, c'est en Outaouais, particulièrement, et dans le nord du Québec et l'Abitibi. Pour la région de l'Outaouais, spécifiquement, 46 % des jeunes seulement ont voté. Donc, c'est moins d'une personne sur deux parmi les gens de 18 à 34 ans. Alors que dans le reste de la population de l'Outaouais, on parle de 63-64 % en fonction des différentes circonscriptions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique le manque de motivation, peut-être, des jeunes? Il y a plusieurs facteurs qui sont à l'étude. L'Institut du Nouveau Monde fait plusieurs études année après année à ce sujet. Et les grands facteurs qui ressortent, le premier, c'est que les jeunes se sentent moins concernés par la politique traditionnelle, donc par le fait d'aller se déplacer pour voter. Ce n'est pas considéré comme une action civique importante comme le serait par exemple le bénévolat, investir du temps ou de l'argent dans des causes auxquelles on croit vraiment. Qui est quelque chose qui intéresse les jeunes. Donc, les jeunes ne sont pas dépolitisés comme tels, mais ont peut-être décidé d'orienter leur action politique ailleurs que dans les partis politiques et dans le fait... une coche sur un papier. Exactement. Et certains vont penser que les partis politiques se ressemblent plus ou moins. Donc, ça, c'est un des facteurs. L'autre qui est très important, c'est la désillusion parfois. Donc, un parti qui entre au pouvoir avec des grandes promesses électorales et ces promesses-là ne sont pas réalisées. On peut penser au gouvernement canadien de Justin Trudeau, qui est arrivé avec la grande promesse de changer le mode de scrutin, donc d'arriver à un mode de scrutin proportionnel, donc que chaque vote compte de façon équivalente. Et après 1 an et demi au pouvoir, décide de renier cette promesse-là. C'est une désillusion pour beaucoup de gens, et en particulier pour des jeunes qui votent pour la première fois, qui se disent « à quoi ça sert? » Est-ce qu'en Outaouais, il y a des raisons plus spécifiques sur un vote très, très bas? L'Outaouais, c'est vraiment spécial à mon avis, et c'est mes conclusions personnelles. On est proche d'Ottawa, la capitale fédérale. Beaucoup de gens de la région travaillent comme fonctionnaires pour le gouvernement fédéral. Et donc, j'ai l'impression que les gens de la région sont beaucoup plus tournés vers la politique fédérale que le sont vers la politique provinciale. D'autre part, depuis 2014, le directeur général des élections du Québec a mis en place des votes sur les campus. Donc, l'idée, c'est de permettre aux jeunes de voter sur le campus universitaire sur lequel ils se trouvent, mais ça ne s'applique pas à l'Université d'Ottawa.
il y a beaucoup de jeunes de la région qui étudient sur le campus, qui pourraient très bien revenir dans leur circonscription, ce qui est assez simple si on habite à Hull ou à Gatineau, mais si on est dans Chapelot ou s'il faut aller dans le Pontiac pour aller voter, ça fait loin. Et donc, ça peut démotiver certains jeunes. Moi, je me rappelle personnellement, quand j'ai commencé à voter, j'étudiais à Montréal, j'avais 18 ans, j'étais super contente, j'allais pouvoir voter, mais je savais que je devais m'inscrire dans une nouvelle circonscription si je savais que je ne pouvais pas me présenter le jour des élections dans ma circonscription d'origine, qui est en fait Papineau, ici. Et juste ça, j'ai l'impression que c'est peut-être démotivant. C'est une étape de plus pour s'inscrire et on pense à d'autres choses. C'est clair, l'information n'est pas simple nécessairement non plus, c'est pas toujours accessible. Et en fait, il faut avoir habité dans cette nouvelle circonscription pour à tout le moins 6 mois. Donc, si on est un nouvel étudiant qui arrive, comme c'était peut-être votre cas à Montréal, et comme plusieurs d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus complexe, ça prend du temps, il faut faire le changement d'adresse. Des fois, si on est là juste pour une session ou pour un an, puis on revient les étés dans notre région, comme plusieurs personnes le font, on décide de garder l'adresse de nos parents, donc ça nous force à revenir dans notre circonscription pour voter, ce qui peut être aussi un frein, définitivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le taux de vote chez les jeunes alors? Donc, tout d'abord, s'adresser à eux. Il y a des enjeux électoraux qui parlent aux jeunes plus que d'autres. On peut parler d'environnement, par exemple, qui est un des enjeux clés qui intéresse les jeunes. Cette campagne électorale-ci a été très clientéliste. On s'est adressé aux familles, on s'est adressé aux aînés, aux proches aidants. On a fait des promesses pour les garderies. Mais très peu de choses qui concernent les jeunes de 18 à 34 ans, peut-être pour les familles. Mais pour ce qui est des jeunes universitaires, des gens au collégial, des gens qui entrent sur le marché du travail, qui veulent acheter une première maison peut-être, il y a eu peu de promesses qui s'adressaient directement à eux. Donc ça, c'est une des choses. Parler aux jeunes, les écouter, avoir des enjeux, avoir des promesses électorales qui collent à la réalité des gens qui ont entre 18 et 34 ans, c'est une des choses. L'autre, c'est l'éducation civique de manière générale. Il y a beaucoup de choses qui se font, et de plus en plus d'ailleurs, pour aider les jeunes à comprendre les différents enjeux électoraux, les différentes positions des partis, notamment la boussole électorale sur le site de Radio-Canada, que j'encourage tout le monde à aller regarder d'ailleurs. Il y a aussi le directeur général des élections qui mène des campagnes publicitaires ciblées chez les jeunes avec des influenceurs, que ce soit des gens qui sont des blogueurs, des gens qui sont actifs sur Instagram ou même des jeunes athlètes. Même sur Snapchat, je crois qu'on peut voir. Exactement. Sébastien Toutan, un snowboarder qui a gagné une médaille aux derniers Jeux olympiques de Pyeongchang, qui mène lui-même sa propre petite campagne publicitaire pour inciter les jeunes à aller voter. Donc, tout ça, c'est des façons d'essayer d'aller rejoindre les gens. Donc, l'éducation civique, aller éduquer les gens, puis s'assurer que les jeunes soient intéressés, puis regardent et s'informent, en fait. Complètement. Ouais. Merci beaucoup, Xavier Deschênes-Filion, politologue. On espérera peut-être qu'à la prochaine élection, le 1er octobre, la tendance sera défaite. Le mois de septembre, ça signifie certainement retour au travail, retour à l'école. Et pour votre chien, malheureusement, ça signifie peut-être plus de temps seul à la maison. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour l'occuper davantage alors qu'on est absent, alors qu'on est au travail? C'est ce qu'on va voir avec notre chroniqueuse animale, Gabrielle Screr. Bonjour! Bonjour Floralie. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour nos animaux pendant qu'on est absent? Certainement. C'est pour ça, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner le plus de trucs et astuces, le plus d'idées possibles pour occuper votre chien à la maison pendant que vous n'êtes pas là, mais surtout lui faire dépenser l'énergie mentale. Parce que je ne sais pas si tu le savais, mais une dépense d'énergie mentale, c'est beaucoup plus épuisant qu'une dépense d'énergie physique pour un chien. Donc, on commence. Ici, j'ai mon cogne avec lequel je vais pouvoir nourrir mon chien, mais lui donner son repas complet et ça va lui prendre du temps. Alors, plutôt qu'un 15 minutes pour manger... Ah, et même des fois, c'est 15 secondes pour certains chiens. Là. J'ai pas de chien. Il y en a que des fois, c'est très, très vite, mais avec ça, là, ça peut aller jusqu'à 2 heures parce qu'il va devoir licher, gruger pour avoir sa nourriture à l'intérieur. Et après avoir dépensé toute cette énergie-là, lui, il s'en va se coucher.
Oui, certainement. Et comment je vais faire pour me servir de mon cogne? Eh bien, je vais faire de la pâtée avec ces croquettes. On va prendre la quantité d'un repas de croquettes, par exemple une tasse, et on met de l'eau bouillante, de l'eau chaude à l'intérieur. On va piler au bout de 5 à 10 minutes et on remplit notre cogne de la pâtée qui est rendue plus consistante. On bouche les trous avec du beurre de pinot. On met ça dans le congélateur pour la nuit. Et le lendemain matin, on sert ça à notre chien. Là, il va gruger, il va se dépenser. Et qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que là, le cogne, par la suite, il va goûter bon. Il va encore sentir bon. Donc, il va continuer à licher, il va continuer à le gruger. Même s'il n'y a plus de nourriture à l'intérieur. Même s'il n'y en a plus. Et c'est pour ça que aussi j'aime faire un peu le même résultat, mais avec les autres jouets dans la maison. Parce que souvent, ils vont se lasser de leurs jouets, ils vont se tanner. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? C'est que je vais laisser une partie de leurs jouets dans la maison et l'autre partie dans les bacs de nourriture. Dans les sacs de gâterie, je vais faire mariner mes jouets. Et au bout de 2-3 semaines, on fait une rotation. Et on peut faire aussi la même chose, même avec les cordes, mais différemment. J'aime faire mariner mes cordes dans du bouillon de poulet, du bouillon de légumes sans sel, super important, ou tout simplement dans l'eau. Et on les met dans le congélateur. Ça fait du bien, surtout aux chiots qui font leurs dents, là, ça fait du bien aux gencives. Est-ce qu'il y a d'autres jouets qu'on peut donner à nos animaux pour les occuper plus longtemps? Oui, on a la balle distributrice de gâterie ici, la Guiraud de la marque Cogne, encore une fois. Et qu'est-ce que j'aime de celle-là, c'est qu'elle est durable. Comparativement à toutes celles que j'ai essayées sur le marché, c'est la plus difficile et c'est la plus durable, surtout parce qu'il y a comme une secoupe autour qui fait que c'est encore plus difficile pour les faire tomber les gâteries. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met une gâterie à l'intérieur? On ouvre la balle, on met les gâteries à l'intérieur. Il y a un cylindre ici qui fait que ça ne tombe pas aussi facilement qu'on le pense. Et là, le chien doit la faire tourner, doit la lancer vraiment pour faire tomber toute la nourriture. Et dans mes jeux interactifs, j'ai aussi mes casse-têtes ici. J'ai le Zootopia et j'ai la marque IQ, qui est une marque québécoise, où que je peux vraiment mettre la quantité complète d'un repas pour mon chien. Mais ici, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on travaille le mental. Là, c'est de la résolution de problèmes. Il doit vraiment faire plusieurs actions avant de réussir à avoir sa nourriture à l'intérieur. Alors, encore là, on les fatigue, définitivement. Ah oui, c'est sûr. Il faut vraiment, faut jamais se gêner pour mélanger une résolution de problème avec un cogne ou que là, il doit gruger. Un chien fatigué, c'est un chien heureux. Des fois, on l'oublie, mais c'est un chien heureux. Et si vous avez absolument rien de tout ça à la maison, on peut les reproduire avec des simples objets qu'on a déjà, comme par exemple des moules à muffins, ou que là, on va cacher les gâteries dans quelques-uns des moules et on met des balles de tennis dans chaque moule. Par-dessus. Oui. Et là, c'est en plus, il aime les balles et il aime les gâteries. On a une combinaison gagnante. Et pourquoi pas faire mariner nos balles de tennis dans un bouillon? Merveilleux, ça tellement de bonne idée. Et on peut fabriquer aussi tellement d'autres choses. Il y a des tapis d'enrichissement où que c'est des longs bouts de tissu qu'on cache les gâteries à l'intérieur. Un module aussi avec des grandes bouteilles de plastique où que le chien doit les faire renverser. Bref, on va tout mettre ça sur la page Facebook de l'émission. Soyons créatifs. Oui, ben oui. Et nos chiens vont apprécier. Si on n'a pas le temps de créer des jeux comme ça et qu'on veut amener notre chien à quelque part pour une journée, est-ce que c'est possible? Certain. Il y a la garderie de jour du Loft Canin de l'Outaouais. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci d'avoir été là avec nous. On se dit à la semaine prochaine.